Les bilans restent très flous, 78 morts en Iran, 5 en Israël, mais la question se pose clairement ce matin, le pire peut-il encore être évité au Moyen-Orient? Cette nuit et encore il y a quelques minutes, les tirs de missiles se sont poursuivis entre Israël et l'Iran, très loin des appels à la désescalade de l'ONU. Selon un média d'État, 2 généraux iraniens ont été tués. Kylian Chapu. Quelques heures seulement après les premières frappes d'Israël, l'Iran riposte. Des dizaines de missiles tirés cette nuit. À Jérusalem et ici à Tel Aviv, les sirènes retentissent. Le Premier ministre israélien s'adresse directement au peuple iranien. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le combat d'Israël n'est pas contre vous. Ce n'est pas contre vous, le courageux peuple iranien que nous respectons et admirons. Notre combat est contre notre ennemi commun, un régime meurtrier qui vous opprime et vous appauvrit. Après les installations nucléaires iraniennes, Israël poursuit ses offensives, notamment dans la capitale, Téhéran. Des immeubles civils ont été touchés. Au nord-ouest du pays, l'aéroport de Tabriz est en partie incendié. Selon les autorités, au moins 78 morts et plus de 320 blessés dans tout le pays. Le guide suprême iranien réagit. Le régime sioniste a commis une grave erreur. Nos forces armées sont prêtes et les responsables du pays, ainsi que toutes les composantes du peuple, les soutiennent fermement. En pleine escalade, le secrétaire général de l'ONU appelle à une fin des hostilités. Voilà pour les premières images. Mes invités sur le plateau, Amélie Chély, bonjour. Bonjour. Sociologue, iranologue, politologue du monde musulman contemporain. À vos côtés, le général Patrick Duttard, bonjour. Général de l'armée de l'air, ancien leader de la patrouille de France. Face à vous, Patricia Lemonnier, bonjour Patricia. Grand reporter spécialiste des questions internationales. Et Philippe Perlin, bonjour. Bonjour. Économiste au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Avant d'échanger et de développer l'ensemble des thématiques qui sont provoquées par ces événements, on va prendre la direction d'Israël pour retrouver Éléonore Veil, la correspondante de BFM TV. Bonjour Éléonore, on a évidemment les images en tête, images extrêmement rares, mais ce que je voulais que vous nous racontiez, c'est évidemment dans un pays qui est habitué à avoir des événements parfois extrêmement violents, comment on a réagi à ce déluge de missiles la nuit dernière et encore ce matin? Oui, il faut bien réaliser que les Israéliens vivent aujourd'hui une vraie guerre, celle qu'ils craignaient depuis près de 2 ans, mais qui n'était pas encore arrivée. On a pu voir ces images d'immeubles modernes de Tel Aviv complètement effondrés, touchés de plein fouet par des missiles balistiques iraniens. Cela restera, je pense, gravé à tout jamais dans la conscience collective israélienne. Et cette fois, c'est inédit, c'est vraiment le centre du pays qui a été le plus touché. À Ramat Gan, une ville limitrophe de Tel Aviv, 9 immeubles ont été détruits, entièrement détruits, des centaines d'appartements endommagés. À Rishon LeZion, une ville aussi du sud de Tel Aviv, tôt ce matin, une roquette a fait 21 blessés, dont un grave, et un bébé de 3 mois a été secouru dessous les décombres. À Tel Aviv, même, un immeuble de 32 étages a été touché aussi par un missile. Un incendie a été déclaré, mais il a été pour l'heure maîtrisé. On parle aujourd'hui d'un bilan provisoire qui serait entre 3 et 5 morts. Les services de secours israéliens parlent, eux, de 70 blessés. Mais le fait que le centre d'Israël, et plus particulièrement Tel Aviv, ait été touché aussi fortement par ces 5 salves de missiles balistiques iraniens reste un fait extrêmement grave. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que le ministre de la Défense israélien s'est exprimé hier soir en disant que l'Iran avait franchi des lignes rouges en s'attaquant à des zones aussi densément peuplées, à des zones urbaines, et qu'il paierait un lourd tribut. Alors, les Israéliens ont pour consigne aujourd'hui d'être prudents, d'écouter scrupuleusement les consignes de sécurité et de rester proche, bien sûr, des abris et des chambres fortes en vue de potentielles prochaines salves de roquettes. On sait également que l'armée israélienne aurait touché entre 150 et 200 cibles militaires, balistiques et nucléaires en Iran, et notamment les sites nucléaires de Natanz, de Fordo et d'Ispahan. Et donc les Israéliens l'ont bien compris, il va falloir s'armer de patience. Ce n'est pas une opération militaire comme ce qu'on avait pu voir précédemment, mais une vraie guerre. Merci beaucoup, Éléonore, pour ces précisions en direct de Tel Aviv. On vous retrouvera évidemment tout au long de la matinée et de la journée pour suivre l'ensemble de ces événements. Général du Tartre, est-ce que la différence par rapport à ce qu'on a déjà connu dans les tensions, dans les
dans les échanges de missiles qui ont marqué la relation entre ces deux pays depuis plusieurs années. Est-ce qu'on est dans un pas supplémentaire franchi? Est-ce que, comme le dit Éléonore, le sentiment des Israéliens, c'est qu'on n'est pas dans une réplique, dans une riposte, c'est qu'on est dans une guerre? Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Absolument, absolument. Et en plus, c'est annoncé clairement par Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire que les opérations vont se poursuivre. Ça veut dire que pratiquement tous les soirs, il va y avoir des attaques aériennes au-dessus de l'Iran. Et surtout, il y a ce qu'on appelle, nous, dans le jargon militaire, une fenêtre de tir. C'est-à-dire que avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, je vous rappelle qu'il y avait eu des 300 tirs qui avaient fait sur Israël, mais également il y avait eu des ripostes israéliennes. Les systèmes solaires ont été très affaiblis, d'autant plus par ce qui s'est passé la première nuit, de la nuit de jeudi à vendredi. Donc, qu'est-ce que va faire Israël? Va profiter de cette occasion où ses appareils de combat sont moins menacés quand ils survolent l'Iran pour prendre l'espace aérien iranien et aller frapper toutes les cibles d'intérêt militaire ou d'intérêt pour diminuer la production d'énergie fissile, de matériaux fissiles pour le nucléaire. On a vu ces images extrêmement impressionnantes d'installations bombardées qui explosaient côté iranien, cette espèce de pluie de missiles au-dessus du dôme de fer côté Tel Aviv. Qu'est-ce qui vole et qu'est-ce qu'on envoie des deux côtés? Qu'est-ce qu'on échange? Alors, pas du tout les mêmes systèmes. Ce qui est arrivé sur Israël, notamment à Tel Aviv et à Jérusalem hier, c'est exactement l'image que vous avez derrière vous, que je trouve absolument magnifique. Ce sont magnifiques, oui, mais en même temps terribles. Ce sont l'arrivée d'une dizaine de missiles balistiques qui ont été tirés d'Iran. Et 8 minutes plus tard, elles arrivent comme ça en balistique à très forte vitesse et surtout avec des charges militaires beaucoup plus importantes que celles des drones. C'est plusieurs centaines de kilos d'explosifs. Et donc, quand ça tombe sur les villes, parce que malheureusement les villes ont été ciblées, et ben ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup plus importants que les drones Shahid qui sont bien connus maintenant. Et à l'inverse, au-dessus de l'Iran, ce sont essentiellement des avions de combat, voire des drones, voire des opérations spéciales qui vont attaquer en fait non seulement le dispositif nucléaire, mais également toute l'organisation militaire, en fait, pour affaiblir au maximum le régime des mollahs. L'espace aérien de l'Iran fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est ce que vient d'annoncer un média d'État. Et Israël disait un peu plus tôt avoir ciblé des systèmes de défense iraniens dans la région de Téhéran. Patricia, je vous pose la même question qu'au général. Est-ce que, selon vous, on est dans un changement de paradigme? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans, pardon pour le nom, mais dans un échange de tirs, mais on est dans véritablement quelque chose qui peut aboutir à une guerre totale dans une région dont le surnom est poudrière. Donc. Ah oui, c'est totalement, je veux dire, c'est une rupture historique en quelque sorte des relations entre les deux pays. Jusqu'à présent, il y avait eu effectivement soit des opérations, on peut dire coup de poing, soit des opérations clandestines via Internet ou via des forces spéciales. Là, c'est totalement différent. On rentre dans une autre dimension avec du côté israélien quand même affiché deux objectifs. Un, la destruction effectivement du système mis en place pour se doter de la bombe nucléaire, un système qui est devenu, qui s'est totalement étalé sur le territoire. Là, vous parlez de 4 lieux, mais en fait, les recherches qui sont faites sont parsemées dans le territoire. Donc, ce qui va nécessiter pour Israël de frapper effectivement dans de multiples lieux, des lieux enterrés, des lieux clandestins. Et puis, il y a une autre volonté du gouvernement israélien. On l'a vu d'ailleurs dans le choix que vous avez fait de nous diffuser de Netanyahou, eh bien c'est un changement de régime. Il en appelle au peuple iranien à se soulever contre un régime dans un contexte qui était un contexte quand même qui était très pré-insurrectionnel, puisqu'il y avait les camionneurs qui sont les transporteurs qui font vivre le pays parce que c'est eux qui transportent toutes les matières, les biens de consommation à travers l'Iran, eh bien étaient en grève et le régime des mollahs était très inquiet suite à ce mécontentement populaire qui n'a rien à voir avec le mécontentement, j'ai envie de dire, plus intellectuel qui avait fait lieu lors de la révolte des femmes. Amélie Chili, est-ce que vous avez été surpris par la réponse très ferme du régime des mollahs et est-ce que vous avez été surprise par Benjamin Netanyahou qui dit en gros on n'a rien contre la population iranienne, ce que l'on vit c'est le régime iranien dont on sait qu'il est contesté dans la mesure où il peut être contesté sur le sol iranien. Comment vous avez analysé ces mots, cette sémantique et ces tirs? On reste dans quelque chose de tout à fait traditionnel dans la sémantique israélienne. On a toujours entendu qu'on n'a rien contre la population, qui plus est parce qu'il y a une très grande fraternité culturelle quelque part du fait du caractère plurimillénaire des deux cultures en question. Quelque chose de beaucoup plus naturel, par exemple, entre le peuple juif, donc dans l'État hébreu, et le peuple perse, que des liens qui pourraient être observés dans le reste du monde musulman avec l'Iran. Donc c'est quelque chose de totalement normal, d'autant
plus que, on le sait bien, si on regarde la population iranienne actuelle, vous avez une partie marginale qui défend le régime. Vous avez aussi à l'autre extrémité du spectre une partie marginale de la population qui est proche des néoconservateurs et qui serait pour une intervention étrangère pour mettre fin au régime. Et au milieu, vous avez une écrasante majorité de la population qui est contre ce régime et qui n'est pas forcément pour qu'il y ait une immixtion, une ingérence étrangère, qui a envie qu'il y ait une transformation de l'intérieur. Et cela, le gouvernement israélien le sait et compte véritablement là-dessus. On se souvient même que côté américain, du temps du premier mandat de Donald Trump avec Mike Pompeo ou John Bolton, il était régulièrement question d'aider des groupes qui pouvaient déstabiliser à l'intérieur le régime. Et concernant votre question relative à la réponse, c'est pas étonnant parce que la première des choses à faire, c'est une réponse immédiate pour ne pas perdre la face, sachant que rien n'est encore fait parce qu'il n'y a pas de proportion par rapport aux dégâts causés dans la réponse qu'on peut constater aujourd'hui en provenance d'Iran. La grande différence, c'est le caractère ciblé. C'est-à-dire qu'Israël a ciblé, or l'Iran n'a pas trouvé le temps dans l'immédiat de cibler. On aura peut-être à se poser la question de comment cibler, étant donné que l'axe de la résistance est totalement défaillant. Les seuls qui sont un petit peu actifs à ce niveau-là, c'est les Roussis. C'est ceux qui ont montré que, contrairement aux autres, ils étaient en mesure de soutenir donc le l'Hydre, la tête de l'Hydre. On peut éventuellement redouter que ça ne précipite l'Iran dans une course accélérée à la nucléarisation militaire, voire même à l'observation d'essais à plus court terme que ce qu'on aurait envisagé. Parce qu'on rappelle que c'est évidemment la progression de son programme nucléaire et la possibilité d'avoir une arme nucléaire qui est à l'origine de cela. Et c'est l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui avait alerté la communauté internationale il y a quelques jours. Voici ce que nous dit le correspondant de RFI à Téhéran, Siavosh Ghazi, sur la situation. Selon des médias iraniens, donc des centaines de missiles ont été lancés contre Israël dans 5 salves successives. Donc on a pu voir, par exemple, dans le ciel de Téhéran, certains missiles donc, qui se dirigeaient vers Israël, donc avec des gens qui sont descendus dans la rue pour applaudir, mais d'autres qui ont critiqué, critiqué cette riposte. Mais les médias iraniens publient beaucoup de vidéos où on voit, par exemple, des missiles frapper Tel Aviv ou d'autres villes israéliennes, en disant que c'était un succès, contrairement à ce que dit donc l'armée israélienne, les autorités israéliennes. Téhéran affirme que la plupart des missiles ont atteint leurs objectifs. Un responsable militaire iranien qui est conseiller du guide suprême est venu à la télévision pour expliquer que des bases aériennes, des bases de l'armée israélienne avaient été frappées en même temps que, par exemple, Tel Aviv, Jérusalem ou Haïfa. Et ce matin, il y a donc des informations selon lesquelles des drones de l'armée iranienne auraient donc frappé des cibles dans le nord d'Israël. Une nouvelle attaque donc à l'aide de drones. Les autorités disent aussi que 5 drones ou objets volants israéliens ont été abattus à Téhéran, mais aussi dans d'autres régions du pays, et également deux avions donc de l'armée de l'air israélienne auraient été abattus, mais on n'a pas de preuves pour vérifier que ça a été bien le cas. Voilà, c'est toutes ces informations qui sont données par les médias iraniens, en expliquant que l'Iran avait riposté de manière conséquente et de manière dure, et que la réponse de l'Iran allait se poursuivre et qu'il ne fallait pas s'arrêter à ce stade-là, et que l'Iran était prêt à continuer ses attaques contre Israël avec toujours des missiles et de manière encore plus dure que ce qu'on a pu voir cette nuit. Général, quelle est selon vous la réalité ou le danger de cette menace nucléaire iranienne, et en quoi ça change fondamentalement la donne dans la région, et d'ailleurs pas que dans la région? D'abord, ça fait 30 ans qu'on parle au moins, qu'on parle de cette fameuse arme nucléaire, et qui est un sujet de préoccupation depuis l'Outland, des chancelleries. Moi, je me souviens, quand j'étais conseiller de Michel Barnier, on parlait déjà de ça, et on disait les Israéliens ne laisseront jamais, je dis bien jamais, l'Iran obtenir cette arme nucléaire. Et là, il était jugé, en plus, par les rapports de l'AIEA et les techniciens et tous ceux qui surveillent en fait ce qui se passe en Iran, que là, les Iraniens avaient
bien accéléré et s'approchait de disposer de matériel permettant de faire une bombe, ce qui ne veut pas dire non plus de la miniaturiser et de l'envoyer, mais c'était un seuil qui devenait important. Et donc, en fait, Netanyahou, il pense à ça depuis 20 ans. Et là, c'est le jour, c'est pour ça, comme disait Patricia Lémonière, c'est assez historique ce qu'on a vécu ces dernières 36 heures, parce que voilà, c'est la réponse. Et la réponse, elle est extrêmement calculée. Elle est préparée non pas depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, en fait, avec un système de renseignement et les opérations spéciales. On n'aurait pas le temps de décrypter tout ce qui s'est passé, en fait, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et ça va donc se poursuivre. Et la stratégie, je vous disais, c'est que, et ça je peux le comprendre militairement, c'est qu'on va profiter de ce qui se passe actuellement au-dessus de l'Iran pour essayer de détruire le maximum de menaces militaires iraniennes et, si possible, faire chuter le régime des mollahs. Philippe Erlin, je voulais que vous soyez présent sur le plateau pour parler des conséquences qui peuvent paraître un peu moindres par rapport au risque d'une guerre, mais des conséquences qui sont concrètes. Les chocs pétroliers, on s'en souvient, notamment le deuxième, étaient directement liés à la situation en Iran, l'avènement de la République islamique, puis la guerre Iran-Irak. En quoi ça peut avoir des conséquences économiques concrètes pour nous autres Français? On voit déjà que le cours du pétrole a augmenté, donc il faut compter à peu près une dizaine de jours entre la hausse du cours et le prix à la pompe que vont payer les Français. Donc on devrait assister à une petite augmentation. Maintenant, moi, je ne pense pas à un choc pétrolier. On parle beaucoup du blocage du détroit d'Ormuz, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Qui pourrait être bloqué par l'Iran. Voilà, mais l'Iran se punirait elle-même, parce que l'Iran, ses seules ressources financières, c'est le pétrole qu'elle exporte. Et ça passe par le détroit d'Ormuz. Donc l'Iran se punirait elle-même. Et par ailleurs, est-ce que les États-Unis laisseraient faire? Et puis en plus, il faut quand même comprendre, au niveau militaire, c'est quand même complexe, parce que le détroit d'Ormuz, à son passage le plus étroit, c'est quand même 55 km. Alors, bloquer 55 km, il faut une marine de guerre. Est-ce que les Américains qui sont dans la zone laisseraient faire l'Iran bloquer le détroit d'Ormuz? Je ne pense pas. Surtout que ça gênerait leur allié saoudien. Donc moi, je ne crois pas du tout à ce scénario d'un blocage du détroit d'Ormuz, et donc à une explosion des prix. Donc on devrait assister il y a un stress sur les marchés financiers aujourd'hui, mais pas tant que ça. Le dollar n'explose pas, l'or monte, mais pas tant que ça. Il n'y a pas de peur. Il y a un stress, mais pas une peur. Donc, une augmentation modérée du prix à la pompe dans les semaines qui viennent. Voilà ce qu'on. Qu'est-ce qui pourrait faire que la crainte devienne une peur et ait des conséquences? Et comment on empêche que ça ait des conséquences plus graves que ce que ça ne semble être pour l'instant? Est-ce qu'il y a c'est la réaction politique? C'est le rôle des États-Unis dont vous parliez? En fait, ce qui se passe, parce que, comme vous le signalez tout à l'heure, ça fait longtemps qu'Israël voulait détruire le potentiel nucléaire militaire. Obama s'y était opposé. En fait, Trump, là, il y est favorable. Il ne le dit pas explicitement parce qu'il ne veut pas apparaître comme un président qui est favorable à des guerres. Toute sa campagne, il avait reproché à ses prédécesseurs. Voilà, toute sa campagne, il a dit « je ne ferai pas de guerre contre mes prédécesseurs ». Donc, il n'est pas en première ligne. Mais il est évident qu'une telle opération, elle a besoin des États-Unis pour être déclenchée, pour des avions ravitailleurs, pour des bombes capables de percer des blocos, etc. Donc, pour la coordination de tous les avions. Donc, les États-Unis sont partie prenante, voilà. Et moi, je considère que la menace la plus importante, c'est quand même le fait que l'Iran puisse un jour avoir l'arme nucléaire, parce que ce sera encore plus grave que la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est pour défendre le régime. Le régime chiite, il a quand même une conception dans la charte iranienne, il faut raser et détruire Israël. C'est partie du programme officiel. Et puis eux, c'est pas justement, il dit, c'est pas seulement pour se défendre, c'est aussi pour détruire Israël.